Alors, nous allons reprendre. Et donc, ce qu'on peut remarquer d'emblée, après avoir présenté ces deux types d'iconicité, l'iconicité d'image donc et l'iconicité diagrammatique, c'est que, d'une part, ce type d'analyse s'oppose clairement à un principe qui a été longtemps considéré comme un principe majeur de la linguistique générale, en particulier en raison de son importance dans le volume publié par Bally et Séchelet à partir des cours de Saussure, donc le cours de linguistique générale, où l'arbitraire apparaît comme premier principe. On voit bien que, si vous vous souvenez, l'arbitraire du signe est défini comme étant le fait qu'il n'y a aucune relation rationnelle, aucun lien entre signifiant et signifié. Eh bien, précisément, en particulier l'iconicité d'image ici, s'oppose à ce type de principe. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans les manuels de sémantique, en général, qui restent, qui n'interrogent pas forcément, et en général pas du tout, cette question de l'arbitraire, ne traitent pas tellement de l'iconicité, ou en traitent sans utiliser cette terminologie, parce que précisément elles s'inscrivent dans le cadre d'approches linguistiques qui admettent qu'il y a un principe d'arbitraire des formes par rapport au contenu à accepter. Bon. Et puis la deuxième remarque, c'est que ces travaux sur l'iconicité, en particulier les travaux, bon là j'ai cité Olga Fischer, mais j'aurais pu prendre des citations de John Hyman aussi, qui est un linguiste américain. Ces travaux sont en général, très explicitement, inspirés de l'apport de Charles Sanders Peirce, et c'est pourquoi on va maintenant essayer de cibler notre analyse sur ce que signifie la notion d'iconicité qui a été récupérée en linguistique dans les linguistiques de l'iconicité, ce que ça signifie chez Peirce. Mais avant d'arriver à Peirce, nous allons passer par un moment important dans l'histoire de cette notion, qui est le moment jacobsonien, puisque la majorité des linguistes contemporains de l'iconicité se réfèrent à un texte de Roman Jakobson, un texte de 65 intitulé « À la recherche de l'essence du langage », publié dans une revue qui se nomme Diogène. Un texte de Jakobson, donc, qui a assuré en quelque sorte la transition entre l'approche philosophique de Peirce et les questions linguistiques. Donc c'est Jakobson qui a, d'une manière la plus notoire, disons, exploité la notion peircienne d'iconicité dans une perspective linguistique. Alors, je vais donc commencer par vous montrer un peu comment Jakobson présente les choses à partir de Peirce. Donc, il reprend la distinction que l'on a vue entre image et diagramme. Iconicité d'image, iconicité diagrammatique, on peut dire en résumé, si vous voulez, plus synthétiquement, image et diagramme. Dans l'image, le signifiant représente les simples qualités, entre guillemets, du signifié, tandis que dans le diagramme, la ressemblance entre le signifiant et le signifié ne concerne que les relations entre leurs parties. Donc vous voyez que les guillemets renvoient à des citations de Peirce dans le texte de Jakobson. Peirce définissait un diagramme comme un représentamen qui est, de manière prédominante, une icône de relation et que des conventions aident à jouer ce rôle.
Bon, il y a aussi une autre notion qui est dans le texte de Peirce, la notion de métaphore, mais dans un sens très particulier, qui ne correspond pas à l'usage habituel en poétique, par exemple, de métaphore, mais on se restreindra ici simplement aux deux premiers types, images et diagrammes. On verra plus tard ce qu'est un représentamen précisément, mais vous voyez que on a l'introduction de cette distinction entre image et diagramme, et par ailleurs cette idée que on n'est pas dans une opposition frontale avec la notion de convention, qui serait représentée par l'arbitraire, puisque ici le diagramme apparaît bien comme une icône de relation, mais que des conventions aide à jouer ce rôle. Donc il y a aussi, malgré tout, bien qu'il y ait quelque chose d'iconique, il y a aussi quelque chose de conventionnel, semble-t-il, dans le diagramme. Bon. Donc, de la même manière que on a vu qu'Olga Fischer disait que l'iconicité diagrammatique était plus importante que l'iconicité d'image, eh bien, Jacobson va lui aussi s'intéresser plus particulièrement au diagramme, et il va essayer de trouver des applications de la notion de diagramme en linguistique, donc en syntaxe, en morphologie et dans le lexique. Alors, puisque nous sommes ici dans une approche, une initiation à la sémantique lexicale, on va s'intéresser uniquement à ce qu'il dit au sujet du lexique. Bon. Dans une perspective saussurienne, seuls les dérivés et les composés relèvent de l'iconicité diagrammatique, au sens, enfin, la notion d'iconicité diagrammatique, bien sûr, n'apparaît pas dans le cours de linguistique générale, mais ce qui est décrit sous le concept de motivation relative ou d'arbitraire relatif correspond à cela. Alors, est-ce que je ne me souviens plus si à une séance précédente je vous ai déjà parlé de cette distinction arbitraire absolu, arbitraire relatif? Non. C'est parce que je confonds avec un autre cours, donc pardonnez-moi cette hésitation. Alors, je rappelle simplement donc que chez Saussure, enfin tout au moins dans le cours de linguistique générale, parce que là c'est une chose importante à signaler, encore une fois, qu'on ne pourra pas commenter ici, parce qu'on ne peut pas tout dire, il faut se limiter, mais vous connaissez tous ce livre, le cours de linguistique générale. On ne peut pas faire de linguistique sans au moins avoir entendu parler de ce livre, même si vous ne l'avez pas lu. Ce livre, le cours de linguistique générale, est un livre dont Saussure apparaît comme étant l'auteur, mais vous savez sans doute que c'est un livre qui a été édité par deux de ses élèves, Bally et Séchelet, à partir de leurs notes de cours et d'autres documents, et que donc le texte qui apparaît dans le cours de linguistique générale n'a pas été rédigé par Saussure. Il a été reconstruit par Bally et Séchelet à partir de sources diverses. Or, les travaux de ces 20 dernières années sur l'histoire des idées linguistiques, et en particulier sur la pensée saussurienne, ont bien fait apparaître qu'il y a des écarts très importants entre ce qu'a écrit Saussure, ce qu'il pensait vraiment et ce qu'il a écrit, d'une part, et d'autre part, ce qui est écrit dans le texte appelé cours de linguistique générale. Donc, il faut toujours avoir à l'esprit cette distinction entre les idées de Saussure, les conceptions saussuriennes d'un côté, et les conceptions défendues dans le cours de linguistique générale de l'autre, les deux ne coïncidant pas du tout. Pas complètement, disons, il ne faut pas exagérer, pas du tout. Il y a pas, bien sûr, il y a des choses qui sont fidèles à la pensée de Saussure, disons, dans le cours de linguistique générale. Mais il y a aussi des écarts importants, et notamment sur la question de l'arbitraire. Bon. Donc, moi, ce que je vais commenter, c'est non pas la pensée de Saussure, mais
ce qui apparaît dans le cours de linguistique générale. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ce texte, le cours de linguistique générale, qui a eu un impact important dans la pensée linguistique du XXe siècle, en particulier, et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Alors, que trouve-t-on dans le cours de linguistique générale sur cette question de l'arbitraire? Eh bien, l'arbitraire du signe, dans le cours de linguistique générale, apparaît dans un chapitre intitulé Premier principe, enfin, dans un chapitre sur les principes de la linguistique générale, et l'arbitraire apparaît comme le premier principe. Donc, autrement dit, l'arbitraire est présenté comme un principe absolument fondamental de la linguistique générale. Comment est-il défini? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, par l'idée qu'il n'y a aucune relation dans un signe entre le signifiant et le signifié. Par exemple, lit-on dans le cours de linguistique générale, le signe bœuf, en français, comporte donc un signifiant et un signifié, mais en allemand, on utilise le mot ox, donc un autre signifiant pour le même signifié. D'accord? On a le signifié bœuf, l'idée de bœuf, et puis en français, un signifiant bœuf qui est associé à ce signifié, et en allemand, par exemple, c'est l'exemple que donne Saussure, le signifiant ox. Donc ça prouve bien qu'il n'y a pas de lien entre le signifiant et le signifié, puisqu'on a des signifiants complètement différents pour un même signifié. Bon, alors ça pose un problème, parce qu'on s'est rendu compte assez vite, en particulier d'Amourette et Pichon et Benveniste, qu'il y a une défaillance dans ce raisonnement, parce qu'il n'est pas certain du tout, et on peut même être certain du contraire, qu'il s'agisse du même signifié dans les deux cas. C'est-à-dire que le signifié du mot bœuf n'est pas le même que le signifié du mot ox. En revanche, ce qui reste commun, c'est par exemple l'animal désigné. Si dans une situation, un Français et un Allemand, je ne sais pas, sont à la campagne et voient un bœuf, le Français peut-être dira « il y a là un bœuf », l'Allemand dira « il y a un ox ». Bon. Das ist ein Ochs. Donc, ce qui est commun, ce qui ne varie pas, c'est le référent, c'est la chose qui est désignée. Mais le sens du mot en allemand, il dépend du sens des autres mots. Si vous voulez, il y a des réseaux d'opposition en allemand, je n'ai pas le temps de commenter, mais entre Ox, Stier, Bulle, etc., qui ne sont pas tout à fait les mêmes discriminations qu'entre, par exemple, bœuf, vache, taureau, etc., en français. Bon. Donc, le signifié n'est pas le même, c'est sûr. Mais ce qui est identique, c'est le référent. Autrement dit, l'argumentation saussurienne sur le fait qu'il y ait une relation arbitraire entre signifiant et signifié ne peut pas reposer sur la différence entre les langues. Bon. Peu importe, je signale cela parce que c'est important, mais on a donc, et c'est surtout ça que je voudrais commenter, d'un côté l'arbitraire absolu qui est donc cette relation, cette absence de relation entre signifié et signifiant, donc qui est pas très bien argumenté, mais peu importe, c'est un principe, admettons que par exemple, je ne sais pas, si en français j'utilise le mot bœuf pour désigner un bœuf et vache pour désigner une vache, le principe de l'arbitraire voudrait qu'il aurait pu se trouver que j'utilise vache pour désigner le bœuf et bœuf pour désigner la vache, que ça aurait absolument rien changé à rien, qu'il n'y a aucune raison spéciale pour utiliser le son vache pour dire une vache et le son bœuf comme signifiant de bœuf. Voilà, c'est le hasard de l'histoire, voilà, il n'y a pas de raison, il n'y a rien à expliquer là-dedans. C'est ça l'idée de l'arbitraire. Mais, à côté de cet arbitraire absolu, Saussure, le cours de linguistique générale pose une limitation de cet arbitraire absolu qui est l'arbitraire relatif, ou la motivation relative, arbitraire relatif ou motivation relative. Donc dans un cas, on a un arbitraire absolu et pas de motivation du tout,
C'est-à-dire pas de motivation au sens, il n'y a pas de raison qu'on utilise tel signifiant pour tel signifié. Et puis de l'autre, il y a des raisons, il y a au moins quelques raisons pour que tel signifiant soit utilisé plutôt pour tel signifié que tel autre. Bon. L'exemple que donne Saussure, parmi les exemples que donne Saussure, il y a, j'en parlais tout à l'heure, le système de la numération. Cet exemple est le suivant. Si vous comparez les mots 19 et les mots 20, le mot 20, le mot 19. Le mot 20, c'est de l'arbitraire absolu. Pour comprendre ce mot, je dois l'avoir appris. Il y a une convention entre sens, entre forme et contenu, et je ne peux pas deviner le sens de ce mot lorsque je l'entends. Je dois l'apprendre. En revanche, pour 19, si je connais le sens de 10, si je connais le sens de 9, si je connais la règle combinatoire qui fait que 19 signifie 10 plus 9, comme 17 signifie 10 plus 7, etc., je peux deviner le sens de 19. Et ça fonctionne évidemment avec tous les noms de nombres, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, n'importe quel nom de nombre, vous le comprenez. Bon, c'est ça la motivation relative. C'est l'idée que quand on a de la motivation relative, on peut deviner le signifié à partir du signifiant, parce que le signifiant se décompose en éléments que je vais recomposer pour obtenir un signifié. Donc vous reconnaissez là le cas qu'on a examiné la semaine dernière des mots construits. Hein. On est dans le cas des mots construits. La motivation relative, elle ne dit rien d'autre que dans certains cas, il y a des mots construits. Bon. Les autres exemples que donne Saussure sont par exemple la comparaison entre poirier, pommier, cerisier d'un côté et puis chêne de l'autre. Hein. Un chêne, si je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas deviner. Un poirier, un pommier, etc. Si je connais le mot poire et que je connais cerisier, pommier, etc., je peux deviner poirier même si je ne l'ai jamais entendu précédemment. Donc là encore, il y a de la compositionnalité, de l'analyse de morphèmes, etc. On est donc bien dans le cas de la motivation relative. Bon. Cette motivation relative, au fond, elle pourrait parfaitement être décrite comme un cas d'analogie diagrammatique. Hein, puisque j'ai une structure proportionnelle du type poirier est à poire, comme pommier est à pomme, comme cerisier est à cerise. Hein. Donc j'ai bien une analogie proportionnelle et un rapport entre des formes et des significations qui est un rapport diagrammatique. Bon. Mais ce que va apporter Jacobson dans cet article, c'est l'idée plus audacieuse donc que il y a des diagrammes qui mettent en jeu autre chose que des morphèmes au sens traditionnel du terme. Voici deux exemples. Premier exemple, donc je lis ce passage de Jacobson, en l'absence de possibilité d'une décomposition grammaticale, une proximité sémantique peut être traduite par une proximité des signifiants. Donc, vous reconnaissez bien l'idée générale d'iconicité. Hein. Une proximité de sens est traduite par une proximité de signifiants. Soit, par exemple, père, mère, frère, ou father, mother, brother. Les éléments de la série française ne diffèrent que par la consonne ou le groupe consonantique initial. Hein. Les éléments de la série française ne diffèrent que par la consonne ou le groupe consonantique initial, c'est-à-dire qu'on a R dans tous les cas, hein, et puis un P pour père, un M pour mère, FR pour frère. Ceux de la série anglaise par la syllabe initiale. Hein. À l'intérieur de chaque série, la proximité des signifiants est liée au fait que chacun des mots signifie un lien de parenté. Et on peut ajouter que Jacobson signale des parallélismes analogues dans les noms de nombres, par exemple en anglais, des suffixes tin, t, qu'on peut avoir dans 13, 30, etc. Alors, ce qui est intéressant ici,
D'ailleurs, oui, je rectifie un tout petit peu. Il ne s'agit pas d'une citation de Jacobson, ce que j'ai lu. Hein. C'est un résumé, un résumé d'une partie de l'article. Hein. Ça n'est pas une citation. Quel est le problème ici? Ben, le problème, il est que on peut considérer d'une certaine façon que il y a une proximité significative des mots père, mère, frère, mais il est clair qu'on ne va jamais considérer qu'il y a un morphème P et puis R, hein, ou un morphème FR et R. Donc, on est ici dans un cas où la problématique de la diagrammaticité ou de l'iconicité va nous conduire à nous affranchir un peu de la notion de morphème. Alors un autre exemple qui va dans le même sens, il existe des séries de mots qui ont des sens similaires avec des formes similaires. Hein. Et là, dans le texte à la recherche de l'essence du langage, Jacobson s'appuie sur un article de Bollinger qui relève, par exemple, voilà, une série de mots, bâche, coup, mâche, béguin, smash, coup dur, volée haute, crash, fracas, débâcle, dash, etc., etc. Donc, vous voyez que dans tous ces cas, on a des finales en H, en anglais, qui renvoient à une sorte d'idée générale commune, mais sans qu'il s'agisse véritablement d'un morphème, puisqu'on n'a pas une décomposition et une régularité paradigmatique, comme on l'a dans le cas des morphèmes, au sens, par exemple, des préfixes, des suffixes, etc. D'accord ? C'est ce qu'on appelle parfois des phonestèmes. Enfin, parfois, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des phonestèmes. Alors, ces deux exemples conduisent à l'idée que, dans l'analyse sémantique, mais alors là, je vous dis tout de suite que c'est une idée qui est loin d'être unanimement partagée. Hein. Un certain nombre, et la grande majorité des sémanticiens, considèrent que l'unité minimale de sens est le morphème, point. Et que le morphème se caractérise, comme on l'a vu, par des possibilités de substitution, par l'existence de paradigmes bien identifiés, etc., etc. Et par une compositionnalité relativement transparente, quoi. Bon. À côté de la notion de morphème, on pourrait défendre l'existence d'une notion d'unité minimale de sens plus petite que le morphème, donc qu'on appelle le submorphème. Ce submorphème est porteur de sens, il est reconnaissable, c'est-à-dire qu'on peut estimer qu'il y a une intuition des sujets parlants qui fait que, par exemple, dans la série bash, mash, smash, crash, etc., on sent qu'il y a quelque chose de commun. Hein. Mais pour autant, il n'y a pas de procédure de commutation paradigmatique qui fasse qu'on puisse parler vraiment de morphème. Alors, ce concept de submorphème est un concept, disons, défendu par certains courants linguistiques dans la linguistique contemporaine, mais qui est contesté par d'autres auteurs. Mais vous voyez qu'on y arrive par la problématique de l'iconicité, et en particulier de l'iconicité diagrammatique. Bien. Alors, passons maintenant à Peirce. Alors, je ne sais pas si c'est un auteur que vous avez eu l'occasion de rencontrer dans votre formation, mais j'ai toujours grand plaisir à en parler parce que c'est vraiment ce qu'on peut appeler un génie. Hein. C'est un génie comme Einstein, je sais pas, enfin, comme Mozart. C'est vraiment un génie, Peirce. Et c'est passionnant, enfin je veux dire, tout ce qu'il écrit est absolument génial et très... donc si vous avez l'occasion, lisez n'importe quoi de Peirce. Voilà. Alors,
pour vous donner une idée, voici une petite citation qui vient d'une correspondance qu'il a eue avec Lady Welby. « Sachez que du jour où, âgé de 12 ou 13 ans, je mis la main dans la chambre de mon frère aîné sur une copie de la logique de Whiteley et lui demandais ce qu'était la logique, et que, ayant obtenu une réponse simple, je me jetais sur le plancher et je m'enfonçais dans sa lecture, je n'ai jamais été capable d'étudier quoi que ce fût, mathématiques, éthique, métaphysique, gravitation, thermodynamique, optique, chimie, anatomie comparative, astronomie, psychologie, phonétique, économie, histoire des sciences, whist, hommes et femmes, vin, météorologie, autrement que comme une étude de sémiotique. » Bon, vous voyez, 12-13 ans, il entre dans la logique à 12-13 ans, et ensuite, il crée une espèce de cathédrale conceptuelle dont on n'a toujours pas fini de méditer les enseignements. C'est donc un penseur qui vient qui est un philosophe. Bon, il n'a jamais... alors c'est encore un marginal, c'est-à-dire que c'est quelqu'un dont Jacobson disait qu'il était tellement génial qu'aucune université n'a jamais trouvé de place pour lui. Et effectivement, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de place, qui n'a jamais eu de poste universitaire. Il travaillait dans une espèce de société de géographie pour gagner sa vie. Et puis à côté de ça, il écrivait, il publiait des choses, il avait des rapports avec les intellectuels de son époque, en particulier avec William James, dans le cadre, disons dans la mouvance pragmatique, etc. Bon. Je ne vais pas m'appesantir sur je ne vais pas m'attarder sur la biographie, je vais essayer d'aller directement à l'essentiel. Peirce, donc, c'est d'abord un philosophe, et il va construire une théorie du signe, c'est pour ça que ça nous intéresse, mais une théorie du signe qui a une portée qui va bien au-delà d'une théorie des signes au sens où les signes seraient un genre de choses parmi d'autres dont on ferait la théorie. En fait, n'importe quoi peut être signe pour Peirce. N'importe quoi. Vraiment. Un objet, une pensée, tout est signe. Ou peut l'être. Donc, ça n'est pas une sémiotique, comprenez, au sens contemporain du mot sémiotique, où, d'une certaine façon, il y a une théorie des signes qui sont des types d'objets particuliers. En fait, la raison pour laquelle Peirce s'intéresse aux signes, c'est que, grosso modo, son hypothèse de départ est que on ne peut pas penser sans signes. Donc, au fond, sa théorie des signes, c'est une théorie de la pensée. C'est pour cela qu'elle a un caractère extrêmement général. Alors, je vais bien sûr être obligé de résumer très grossièrement ces idées, mais je vais essayer quand même de vous transmettre une partie de la complexité et de la richesse de ces idées, en évitant de réduire à des sortes de catégories préétablies trop simplistes. Donc peut-être que ça passera par des moments un peu obscurs, mais qui vont s'éclairer petit à petit. Donc soyez patients. Au début, vous aurez peut-être un peu de mal à comprendre, mais petit à petit, les choses vont s'éclairer. Alors, le premier moment à préciser, c'est que Peirce distingue, et tout va dériver de là. C'est vraiment une pensée, disons, dans ce sens assez axiomatique. Il y a une sorte d'idée générale au départ et ensuite toutes sortes de dérivations très rigoureuses à partir d'une idée générale. Tout va commencer par l'idée qu'il y a 3 catégories fondamentales, qui sont donc des catégories ontologiques, au sens où tout ce qui existe dans le monde, dans la pensée, tout ce que vous pouvez imaginer, voir, concevoir, etc., quoi que ce soit, appartient à une de ces 3 catégories. Quoi que ce soit. D'accord ? On est bien d'accord, il n'y a aucune exception. Tout est ou bien une priméité, firstness, ou bien une secondéité, secondness, ou bien une tiercéité, thirdness. Alors, de quoi s'agit-il ? D'abord, la priméité.
Là, ce sont des citations extraites de Peirce. Hein. La priméité est le mode d'être de ce qui est tel qu'il est, positivement et sans aucune référence à quoi que ce soit d'autre. Donc la priméité, c'est une chose qui existe, en quelque sorte, par elle-même, sans avoir besoin d'une référence à quoi que ce soit d'autre. La secondéité, c'est le mode d'être de ce qui existe tel qu'il est, en tant que secondéité, en référence à autre chose, à une deuxième chose, mais pas une troisième, qu'une deuxième chose. Et puis, bien sûr, la tiercéité va mettre en jeu 3 éléments. Hein. Un premier, un second, et une relation entre les deux, qui est un troisième élément. Alors, c'est très simple comme ça, hein, ça apparaît comme une sorte d'évidence ou de tautologie. Et premier est une priméité, ce qui existe seul, secondéité, ce qui existe par référence à autre chose et dans une relation, et tiercéité, ce qui existe en mettant en jeu un troisième élément. On peut donner une petite illustration que j'aime bien, qui me semble très claire. Avec si vous considérez par exemple femme, mère, maternité. On peut dire, évidemment c'est très simplifié, mais qu'une femme c'est de l'ordre de la priméité. Une femme et les femmes en référence à rien d'autre. Je ne veux pas entrer dans les gender studies ou dans des choses comme ça, mais admettons, une femme c'est un être biologique de sexe féminin. Même si c'est extrêmement réducteur de dire ça, pour le raisonnement que je fais ici, ça suffit. Admettons, une femme, c'est une femme par elle-même, en quelque sorte. En revanche, pour être une mère, on est mère à partir du moment où on est mère d'un enfant. Donc il y a bien un lien entre deux choses, hein, pour qu'on puisse. Le concept de mère, si vous voulez, est une secondéité au sens où il faut être la mère de quelqu'un. Et le concept de maternité suppose non plus seulement 2 éléments, une mère et un enfant, mais la prise en considération, en quelque sorte, des règles générales qui régissent des règles ou des liens généraux qui régissent les relations entre mère et enfant. Donc il y a quelque chose de plus général qui s'ajoute à la simple relation particulière entre une mère particulière et un enfant particulier. Il y a une sorte de généralisation, un troisième élément qui va être un élément, relationnel, qui est la mise en relation de tous les cas particuliers, pour simplifier. Alors, une fois qu'on a accepté... Alors, je précise également qu'il n'y a pas par exemple, de quaternité, par exemple, de niveau 4, si vous voulez. On pourrait dire, oui, alors pourquoi il s'arrête à la tiercéité? Pourquoi il n'y a pas un niveau 4? Non, ça n'existe pas. Le 4, c'est soit 2 secondéités, soit une tiercéité et une priméité. Il n'y a pas d'autre possibilité de relation. C'est vraiment une idée tout à fait... il y a une ambition de complétude avec ces 3 types de relations. Alors là où la chose va nous intéresser tout particulièrement, c'est que le signe est en fait
une figure fondamentale de la tiercéité. Alors, voici donc un extrait traduit en français de Peirce. Alors, l'abréviation CP ici, c'est la façon dont on réfère à une édition des textes de Peirce qui s'appelle Collected Papers, CP, et là c'est la référence du paragraphe. Donc, un signe ou représentamen est quelque chose qui représente à quelqu'un quelque chose sous quelque rapport, respect, ou à quelque titre, capacity. Il s'adresse à quelqu'un, c'est-à-dire crée dans l'esprit de cette personne un signe équivalent ou peut-être plus développé. Ce signe qu'il crée, je l'appelle l'interprétant du premier. Ce signe représente quelque chose, son objet. Il représente cet objet non sous tous les rapports, mais par référence à une sorte d'idée que j'ai appelée quelquefois le ground, le fondement du représentamen. Alors, vous voyez qu'on est là, contrairement au cas saussurien, dans une conception ternaire du signe. Bon, en simplifiant, parce que disons qu'il y a chez Peirce différents types d'objets, différents types d'interprétants, mais en simplifiant l'analyse, on peut considérer que vous avez donc d'un côté l'objet, donc la chose à laquelle se rapporte le signe. Le signe ou représentamen, alors ça correspond grosso modo à l'idée de signifiant ou de forme, et l'interprétant qui correspond à l'idée de signifier ou de signification. Donc on a bien les trois éléments classiques des analyses triadiques du signe. Alors, Peirce, donc, à partir de son principe des catégories ontologiques priméité, secondéité et tiercéité, va analyser, diviser les types de signes, disons, en utilisant sa discrimination priméité, secondéité, tiercéité, mais en la reproduisant, en l'utilisant au deuxième degré, si vous voulez. Donc, alors là, je vous demande de ne pas vous affoler, vous allez voir qu'il y a pas mal de subdivisions, mais c'est tout simplement parce qu'il applique deux fois la division. C'est-à-dire que il l'applique une fois priméité, secondéité et tiercéité, et chacune, la priméité, il va y avoir la priméité de la priméité, la secondéité de la priméité, la tiercéité de la priméité, et ensuite la priméité de la secondéité, etc. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que ça donne l'impression d'être un peu touffu, mais vous voyez que c'est une pensée extrêmement axiomatique qui essaie vraiment de partir de principes très rigoureux pour avancer de manière très prudente. Alors, le signe peut être vu d'abord de trois façons différentes. On peut envisager le signe comme une priméité, donc le signe en lui-même. On peut ensuite envisager le signe comme secondéité. Là, ça va être la relation du signe à l'objet. Et d'ailleurs, je peux tout de suite anticiper sur le prochain cours, mais je veux dire, c'est à ce niveau-là, au niveau de la secondéité, que va se jouer une partie de la question de l'iconicité, puisque là, on va avoir la relation du signe à l'objet. Et enfin, le signe comme tiercéité, c'est-à-dire la relation ternaire, cette fois-ci, du signe à l'objet, du signe et de l'interprétant pour un certain objet. D'accord ? Une chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que quand on passe de la priméité à la secondéité et à la tiercéité, chaque catégorie suivante présuppose les précédentes. C'est-à-dire que là, il ne peut pas y avoir de secondéité. Enfin, disons, le fait qu'il y ait de la secondéité présuppose qu'il y ait de la priméité et inversement. Enfin, bref. Non, mais je reviendrai plus tard là-dessus. Alors, si on prend le premier cas, le cas
où le signe est envisagé comme primérité, il y a à nouveau 3 cas de figure. Vous voyez, on prend le représentamen comme lui-même, enfin, on prend le signe en lui-même, c'est-à-dire comme représentamen, et ce représentamen, on peut lui-même l'envisager comme primérité, comme secondéité, comme tiercéité. La relation du signe à l'objet, elle peut être vue également comme primérité, comme secondéité, comme tiercéité. De même, la relation signe-interprétant, via l'objet, donc qui intègre 3 éléments, donc qui est bien une tiercéité, peut être vue comme primérité, secondéité, tiercéité. D'accord? Et cela conduit à une typologie des types de signes, ou de l'analyse des signes plutôt, ou du fonctionnement des signes, qui, à chaque fois, possède un nom. Donc, vous avez le quali-signe qui désigne le cas du représentamen comme primérité, le saint-signe qui va représenter le cas du représentamen comme secondéité, le légisigne qui va représenter le représentamen comme tiercéité. Ensuite, pour le cas du signe comme secondéité, et c'est là le point qui va nous intéresser, l'icône qui est la relation signe-objet vue sous l'angle de la primérité, l'index, le symbole, l'index, relation signe-objet comme secondéité, symbole, relation signe-objet comme tiercéité, et enfin, ça c'est quelque chose que je ne commenterai pratiquement pas, le signe comme tiercéité avec donc le rem, le dissisigne et l'argument, où le signe, la relation signe-interprétant est vue tantôt comme primérité, secondéité, tiercéité. Donc avant de répondre à votre question, mademoiselle, je termine sur ce point en vous disant que pour l'instant, tout ce que je vous explique ici reste complètement abstrait. On va voir après des exemples concrets de chacun des cas et à quoi ça renvoie. Mais on n'a pas besoin, je pense, d'exemples concrets pour comprendre d'abord la démarche. Donc ce que je veux essayer de vous faire comprendre là, c'est la démarche de réflexion sur quoi ça repose. Et pourquoi je fais cela? Pour que vous ayez une vision un peu plus subtile qu'on l'a d'habitude de ce concept d'icône et de sa place dans l'édifice conceptuel peircien. Parce que d'habitude, si vous voulez, lorsqu'on parle d'icône, dans le meilleur des cas, on va vous parler de la triade symbole, index, icône. Et puis on va vous dire, voilà, dans le symbole, il n'y a pas du tout de relation, dans l'index, il y a une relation indexicale, etc. Bon, ça, ce sont des choses un peu connues des linguistes. Mais il me semble qu'on perd beaucoup de l'impact du concept d'icône si on ne voit pas comment l'ensemble icône, index, symbole est en relation avec beaucoup d'autres choses. Donc, dans la séance suivante, pas la semaine prochaine puisque ce sont les vacances, mais la semaine d'après, on verra bien sûr des cas particuliers et puis vous comprendrez bien à quoi renvoient ces notions. Mais avant donc de nous séparer, je laisse le temps aux questions et d'abord à vous, mademoiselle. Alors, l'interprétant, c'est un peu l'équivalent de la signification. Quand on revient au schéma de tout à l'heure, vous voyez, on a... Vous vous souvenez, je vous avais donné, il me semble, un schéma un peu général pour opposer les visions binaires et les visions... Non, je ne vous avais pas donné ce schéma avec... Enfin bref, donc on a ici, si vous voulez, si on fait un parallèle avec les concepts saussuriens, mais en réalité, ce parallèle, il est très très approximatif, mais bon, l'objet ici, ça renvoie aux référents, aux choses, ou si on veut, par exemple. Bon. Le signe ou le représentamen, ça correspond grosso modo à l'idée du signifiant ou de la forme, et l'interprétant la signification, ça renvoie à l'idée de signifier. D'accord ? Donc, bien sûr, signifiant, signifié, dans la mesure où ils se définissent indépendamment puisque c'est une théorie binaire et pas ternaire, indépendamment de l'objet, ça n'a pas tout à fait le même sens que signe représentamen d'un côté ou interprétant de l'autre. Mais pour le niveau d'analyse auquel on est, il suffit que vous reteniez que, grosso modo, interprétant, c'est le sens, et signe, alors il faut
c'est ambigu chez Peirce. Il vaut mieux dire représente-amène, parce que dans les textes de Peirce, signe désigne tantôt l'ensemble, c'est-à-dire la relation représente-amène, objet interprétant, tantôt il utilise le mot signe pour parler uniquement du représente-amène. Bon, c'est un petit problème, mais qui se résout assez facilement. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine de vacances et nous nous retrouvons dans 15 jours.